Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter Les Dérangeants. Que vous souhaitiez devenir les premiers, les meilleurs ou les plus grands sur le marché, on prête main forte à des entreprises aux quatre coins du Québec. Au fond, on fait plus qu'investir. On s'investit dans vos projets. Visitez le fonds ftq.com/entreprise. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants! Bienvenue au podcast Les Dérangeants. Aujourd'hui, je suis vraiment contente d'être ici parce qu'on parle d'un sujet qui me passionne beaucoup, la croissance des entreprises. Il y a souvent, quand les entrepreneurs veulent passer à un autre niveau avec leur entreprise, ils considèrent deux options, c'est-à-dire acheter ou grandir de manière organiquement. La croissance par acquisition peut être une stratégie souvent très puissante, mais qui vient avec son lot de défis. Donc, aujourd'hui, on reçoit un habitué du podcast, Jacques Drouin, qui est associé directeur chez Kera Capital, qui cumule plus de 25 années d'expérience dans le domaine. Donc, l'acquisition, le financement privé, public, c'est un habitué de ça. Donc, Jacques, aujourd'hui, je voulais qu'on plonge vraiment dans les vraies affaires. Pourquoi certaines entreprises privilégient la croissance par acquisition au lieu de la croissance organique? C'est quoi les pièges à éviter? C'est quoi les erreurs que tu as vues dans le passé? Donc, je pense que tu as beaucoup de pression aujourd'hui pour nous aiguiller sur ces points-là. Ben, merci beaucoup. Merci Elisabeth de m'inviter à nouveau au podcast des Dérangeants. Donc, bonjour à tout le monde aussi. Puis je vais essayer en 30-45 minutes d'être le plus concis possible parce que effectivement, je pense que cette discussion-là pourrait durer pendant des heures et des heures et des heures. Fait que je me suis préparé quand même un peu là, parce que il y a tellement de choses à discuter que j'ai essayé dans le fond de faire un petit sommaire. Je voulais commencer, Jacques, vas-y. en disant, parce que tu sais, les entrepreneurs, la plupart ont soif de croissance et grandir de manière organique, c'est un peu... tu es habitué de faire tes choses, tu le sais, tu grossis un peu tes équipes, ça y va, versus grandir par acquisition, que des fois, ça peut te permettre d'aller beaucoup plus rapidement, de prendre des grosses bouchées. Mais là, tout le côté financement, l'intégration des données à même les entreprises, pourquoi dans certains cas, des entrepreneurs vont privilégier l'acquisition au lieu de la croissance organique? Ils vont généralement. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut faire une acquisition, puis il y a beaucoup de mauvaises raisons pour lesquelles on va faire des acquisitions, puis il y en a des bonnes, là, évidemment. Quand on est un entrepreneur ou même qu'on dirige une entreprise là, qui ne nous appartient pas complètement, on est poussé à essayer de s'améliorer tout le temps, de faire des ventes plus importantes, toujours des ventes les plus profitables possibles. On a toutes sortes de contraintes, on a des compétiteurs, des nouveaux compétiteurs, l'environnement réglementaire change. Je voudrais pas rentrer dans les tarifs, là, mais là, évidemment, il y a l'histoire des tarifs. Mais l'histoire des tarifs, on va être obligé d'en parler un peu parce qu'en ce moment, ça a un impact important sur les stratégies d'acquisition. Puis qu'il y a des tarifs ou pas, là, juste le fait que Donald Trump crée autant d'incertitudes, là, ça va avoir un impact sur les stratégies d'acquisition. Donc, il y a plein de raisons qui vont faire à un moment donné que on est poussé à essayer de grandir, toujours à améliorer notre entreprise, toujours à chercher à faire du profit, du rendement sur le capital. Puis à un moment donné, il peut y avoir toutes sortes de raisons pour lesquelles on veut grandir plus vite que nos capacités internes. Par exemple, là, on peut avoir saturé notre marché. Ça arrive qu'à un moment donné, on peut plus vraiment grandir dans notre marché. Ensuite, on peut être à risque. On peut avoir, mettons, juste un produit. Moi, ça m'est arrivé dans le temps, là, où au début dans l'entreprise que je dirigeais, on avait juste un produit. On disait qu'on était un one-trick pony. Donc, c'était le fun, mais on est très à risque parce que tu as juste un produit. Donc, tu veux essayer d'aller peut-être acquérir d'autres produits ou des entreprises qui ont des produits complémentaires. Tu peux aussi vouloir protéger ta chaîne d'approvisionnement. Je pense qu'avec l'histoire des tarifs, là, on va le voir beaucoup. Là, il y a des entreprises qui vont se poser la question à savoir est-ce que je suis mieux de détenir telle et telle affaire pour protéger ma chaîne d'approvisionnement ou même ma chaîne de distribution. Alors, ça aussi, on l'a vécu
t'es peut-être jeune par rapport à moi, là, ou c'est peut-être moi qui est vieux, là, mais je me souviens d'une entreprise à un moment donné dans l'eau, dans les bouteilles d'eau, qui faisait essentiellement affaire avec Coca-Cola ou Pepsi. Je pense que c'est Coca-Cola qui distribuait pour eux. Puis du jour au lendemain, ils ont décidé d'arrêter de distribuer. Fait que, tu sais, c'est fini. Ben, c'est sûr que quand, à la base, peu importe que tu veux le faire grandir ou grandir par acquisition, si je sais pas c'est quoi le deal breaking point de si ton fournisseur ou ton client représente plus de, c'est-tu 70% de ta masse, ben t'es à risque parce que si lui te ferme, ben là, tu viens Exactement. de tout casser ta chaîne, là. Fait que peu Après, importe. tu sais, il y a toutes sortes de raisons comme ça. Il y en a aussi, il y en a qui vont le faire de façon réfléchie, stratégique. Il y en a qui vont le faire de façon opportuniste. Il y a aussi, ça dépend si tu gères une entreprise qui appartient à plein de monde ou si tu gères ton entreprise familiale à toi. Par exemple, si tu gères ton entreprise familiale à toi, c'est peut-être une façon de diversifier tes avoirs. OK? Un peu comme tu gères ton portefeuille à la bourse, tu sais, tu dis, ben, je vais pas tout mettre dans une compagnie. Si tu gères, par contre, une entreprise qui est listée à la bourse ou qui est détenue par plusieurs actionnaires, ben, là, c'est différent parce que c'est pas juste ton argent à toi. Mais il y a toutes sortes de raisons qui vont pousser une entreprise à essayer de faire ça. Puis, malheureusement, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a, il y a un haut niveau d'insuccès, en fait, de problèmes post-transaction. Il y a beaucoup d'acquisitions qui sont mal faites ou qui sont mal intégrées après la transaction, qui vont avoir un impact finalement négatif. Donc, on sera plus souvent qu'autrement, malheureusement, incapable de réussir l'acquisition, donc d'arriver dans le fond à ce qu'on essayait de régler comme problème. Puis ça, je vais en parler un peu plus tard, mais ça fait partie des défis ou ce que j'appelle en anglais les pitfalls là, d'une acquisition qu'il faut faire attention. Puis c'est quoi, selon toi, une transaction qui est mal faite? C'est à quel niveau? Toi, t'en vois beaucoup passer comme ça. Je pense que la plupart des entrepreneurs, c'est quand même limité le nombre d'acquisitions qu'on va faire dans... C'est quoi les red flags qui devraient allumer ou pourquoi ça serait mal fait? Qu'est-ce qui est mal fait? Tu regardes... Non, mais c'est pas limité tout le temps. Là. Si tu regardes Couche-Tard, ils font des acquisitions quasiment toutes les minutes. Là. Il y en a, c'est effrayant. C'est devenu des grosses machines à acquisition. Ben, tu sais, si on prend un pas de recul, là, il y a la première chose là, à faire, là, c'est, tu sais, pour faire une acquisition ou pour faire croître ton entreprise, t'as comme des échelles, OK? Puis plus tu montes dans l'échelle, plus tu t'éloignes de ton core business, plus c'est risqué. Fait que, tu sais, je vais te donner un exemple. Fait que tu commences, tu as l'augmentation de ta base de clientèle. Après ça, tu as ajouté des nouveaux produits. Après ça, tu as des nouveaux canaux de distribution. Après ça, tu peux aller dans une nouvelle géographie ou éventuellement, tu peux aller dans une nouvelle industrie. OK? Plus tu montes là, en grade, plus tu prends des risques si tu fais une acquisition. OK? Donc, c'est sûr que si tu fais une acquisition pour aller chercher des nouveaux clients, ben c'est ta business, tu sais comment ça marche, tu vas chercher des nouveaux clients, c'est assez facile. Si c'est un produit connexe, ça va, tu vas l'intégrer. Puis là, plus tu montes, plus ça devient compliqué. C'est sûr que, par exemple, ta business, toi, si tu as des restaurants, si demain matin, tu t'en vas acheter une entreprise qui fait des logiciels d'intelligence artificielle, ben tu fais un jump, là, tu t'en vas dans une autre industrie. Tu prends un risque par rapport à tes dollars investis parce que là, il faut que tu réapprennes quelque chose. OK? Alors, il y a des gradations. Ça fait que généralement, ce que tu fais, c'est que tu commences, tu peux faire, mettons, dans ce qu'on peut appeler l'acquisition, là, tu peux commencer par faire un marketing ou un manufacturing, une alliance, là, dans le fond, un partnership pour le marketing ou le manufacturing. Ça, c'est dans l'échelle de risque, c'est le plus bas niveau de risque. Après ça, si tu montes un petit peu, tu peux faire une alliance stratégique. Après ça, tu peux faire un investissement dans une entreprise sans prendre le contrôle pour aller apprendre. Puis éventuellement, tu peux faire un joint venture 50-50 ou faire une vraie acquisition où là, tu prends le contrôle. OK? Donc, ça, c'est un peu là, des choses là, qu'il faut faire attention. Beaucoup d'entreprises... fait que le premier gros pitfall que nous, on voit, là, c'est que
malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent à régler un problème qui est au cœur même du modèle d'affaires de leur entreprise. Puis ça, c'est vraiment dangereux. Puis je vais t'expliquer. Je vais te donner un exemple. Si, par exemple, tu as une entreprise, tu as un produit, puis tu as une façon de le fabriquer puis de le vendre, un produit ou un service, là, c'est pas grave, puis tu as de la difficulté à faire de l'argent. Tu as de la difficulté à vendre ton produit, il est mal accepté par le marché ou toi, tu le vends mal, ton modèle d'affaires, il y a quelque chose qui ne marche pas. OK? Ça arrive souvent, là. Fait que là, souvent, il y a des entrepreneurs qui s'essoufflent, puis ils disent ah, tu sais, ça irait tellement mieux si j'achetais telle compagnie, puis là, je mettais mon produit dedans. Fait que là, souvent, ils se mettent à penser qu'en faisant une acquisition, ils vont régler le problème fondamental de leur entreprise. Puis ça, c'est dangereux et c'est très rare que ça fonctionne bien. Okay? Si ton produit ne se vend pas, il ne se vendra pas plus dans l'entreprise de l'autre, probablement. Ou s'il se vend d'une certaine manière, puis pas d'une autre, peut-être que tu ne seras pas plus capable de le vendre. OK? Tu sais, je veux dire, c'est pas... Puis, tu sais, c'est pas parce que... Alors, souvent, il faut prendre le temps de bien regarder, de comprendre c'est quoi le vrai problème. Ouais, c'est ça, exact. C'est quoi le vrai problème? Puis, il y a... Ben, je sais pas si tu connais le principe du hérisson en affaires. Non, mais... C'est dans le livre Good to Great, si je me trompe pas. Puis, c'est qu'est-ce que tu fais très bien, tu te fermes et tu ne fais que ça. Puis le livre Good to Great, ben, c'est qu'ils ont regardé l'indice 500 sur une période de 12 ans, puis ils ont regardé des entreprises qui ont performé le double de ça sur une période de 12 ans, puis voir pourquoi ces entreprises-là ont outperformé toutes les autres. Puis la plupart faisaient la méthode du hérisson, que ben, ils pouvaient grandir par acquisition, tout ça, mais tout le temps 100% dans leur ligne. Puis selon toi, ce que tu dis, c'est le premier degré de risque. Tu sais, c'est vraiment pas à risque, parce que c'est juste aller chercher plus de clients ou d'agrandir ton territoire, tu sais, ben, pas le facile, mais le plus simple, si je peux dire. Oui, ben exactement. Yeah. C'est exactement ça. Fait que ça c'est super important. Puis la deuxième, un autre pitfall, là, un défi, là, je sais pas, une trappe. C'est ça, c'est une trappe. Je cherche le mot depuis ce matin. Une trappe. Celle-là est plus psychologique. Puis j'en ai parlé dans un podcast avec Dominique Gagnon l'année dernière, c'est de tomber en amour. Alors, je dis pas ça, mais c'est pas... Toujours dangereux, l'amour, toujours. C'est pas... On est le 13 février, là, demain, c'est la Saint-Valentin, fait que je veux pas... Ça coûte cher, l'amour, ouais. Mais... souvent, quand on va faire une acquisition, à un moment donné, on va discuter avec une cible, et puis là, on va se mettre à fantasmer, à se dire, ah, si j'avais le contrôle de cette entreprise-là. Et puis là, tu te mets à t'imaginer plein de choses, à faire ton nouveau plan, à regarder tes synergies, à te voir le roi ou la reine des deux entreprises. Puis là, ton psychique commence à travailler. Puis là, ça va teinter toute ta prise de décision, ça va teinter ton évaluation, ça va teinter les résultats de ta vérification diligente, ça va teinter aussi ta planification post-transaction. Fait que ça, je te dirais que, tu sais, c'est plate de te dire ça, là, mais tomber en amour, avec une cible, ça peut vraiment être problématique. Ça, on le voit là, souvent pas juste dans le milieu privé, là, dans le public. Des fois, tu vois des acquisitions, tu te dis, mais ça n'a pas de bon sens, puis effectivement, là, ça finit par tout péter. Là, à la fin, là, ça ne fonctionne pas. Puis souvent, nous, comme courtier en entreprise, où on vend puis on achète des entreprises, c'est là-dessus qu'on joue au max. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Tenez-vous là pour ceux qui achètent des compagnies là, quand on essaie de vendre des entreprises. Pousser les transactions, vous jouez sur les émotions? C'est de la vente. La vente, c'est des émotions. Hein? Fait que les gens l'oublient, ça. OK? Puis même dans les très grandes entreprises, tu sais, les très grandes entreprises sont habituées de faire des acquisitions, puis ils ont des processus internes, puis il y a des comités, puis toutes ces choses-là, dans le fond, c'est pour rationaliser, c'est pour donner une raison à la transaction, puis t'assurer qu'il y a une conformité par rapport aux objectifs de base, etc. Puis même avec eux, on arrive
on arrive dans le fond à jouer sur cet élément-là. Puis c'est correct là, jusqu'à un certain point, tu sais, c'est pas grave parce que tu sais, c'est la vie. Vous là. êtes des bons vendeurs. L'amour rend aveugle, puis vous en Pas servez. tout le temps. Mais Ça, c'est important. tu sais, Jacques, je trouve ça super intéressant. Tu dis les plus grandes entreprises ont sûrement plein de rapports de due diligence, tout est établi, puis t'achètes des chiffres à un certain niveau, plus qu'autre chose. Puis tu dis, même ces entreprises-là, des fois, font des erreurs. Est-ce que c'est à quel niveau que l'erreur se passe? Penses-tu que c'est dans les due diligence? Des fois, il y a des choses qui échappent à des gens où je me dis, bon, ton BAYA est tant dans l'industrie, ça se transige à tant de fois le BAYA. Puis comment tu peux faire des erreurs quand tu es rendu avec une structure puis t'es solidement implanté dans... Comment ça peut se passer? Ben, première des choses, tu serais étonné de voir que des fois, ils sont pas si sophistiqués que ça dans leur calcul. OK. Alors, même dans les très grandes entreprises, des fois, ils font des erreurs de logique financière assez importantes. Deuxio, tu sais, tu peux avoir des critères d'investissement quand tu fais une acquisition. Tu vas dire, OK, ben moi, j'achète 5 fois l'EBITDA, puis l'EBITDA, c'est la moyenne des 3 dernières années. Puis là, tu dis, OK, puis c'est ça, j'achète. Là, tu vois l'entreprise, puis là, le EBITDA, il a bougé dans les 3 dernières années, puis là, tu as une explication pourquoi il a bougé, puis là, tu dis, OK, ben là, on ne prendra pas vraiment la moyenne. Puis là, tu te mets à tripoter tes propres critères, parce que finalement, il y a des éléments qui sont propres à la transaction, que tu peux pas non plus arriver et être complètement cartésien puis dire, c'est pas une machine à saucisses, là. Alors, tu vas finir par contaminer tes propres critères en disant, mais ça, dans le fond, je suis capable de l'ajuster, ça, je vais être capable de m'en occuper, blablabla, blablabla. Donc, on est capable de jouer là-dessus. Aussi, je te dirais que une autre, pas une erreur, mais ouais, c'est une erreur, c'est une autre trappe que les acheteurs font ou tombent dans cette trappe-là, c'est de calculer les synergies. Alors là, tu te dis... Et ils le font ou ils le font pas? Ils le font. Et OK. là, ça contamine la négociation à leur désavantage. Alors, je t'explique. OK. Si tu es, toi, l'acheteur d'une entreprise, tu vas évaluer l'entreprise. Alors déjà là, comment l'évaluer? On pourrait s'ostiner très longtemps, là. Des fois, c'est des multiples, mais des fois, il faudrait faire des flux monétaires actualisés, puis des fois, il faudrait faire des études de simulation, etc. Bon. Puis là, les chiffres que tu mets dans ton modèle, est-ce qu'ils vont incorporer, dans le fond, tes synergies? Alors, tu te dis, OK, mais là, si je l'achète, j'aurais pas besoin d'un deuxième CFO, d'un deuxième VP marketing, etc. Donc, ça va me coûter moins cher à opérer. Si je l'achète, je vais pouvoir mettre mes produits dedans. Je vais aller chercher. Donc, là, tu te mets à calculer, dans le fond, l'impact positif que tu espères obtenir avec cette acquisition-là. Fait que si ton acquisition, disons, si l'entreprise, sur une base indépendante, elle vaut 10 millions, puis toi, tu la regardes, puis tu dis, ben moi, je vais aller économiser 3 millions par année juste à l'acheter, OK? Faut pas que le vendeur soit au courant de ça, là. Ouais, mais toi, tu es au courant. Ben oui. Quand tu négocies, là, quand l'autre dit, ah ouais, mais là, écoute, tu sais, je veux 11 millions, c'est rien pour toi, là, tu dis, ouais, dans le fond, 11 millions, c'est rien, je vais économiser 3 millions par année. Fait que ça joue dans ton psyché, ça joue dans tes calculs. Ça, c'est une autre trappe dans laquelle il faut faire vraiment, vraiment attention. Alors, nous, on dit toujours, il ne faut jamais calculer les synergies au moment de l'évaluation de l'entreprise. Il faut vraiment évaluer l'entreprise sur une base indépendante. Décrocher des subventions, c'est souvent un casse-tête. Savoir où chercher, comment rédiger des demandes solides et maximiser vos chances d'obtention. Avec le service personnalisé d'accompagnement d'Hello Darwin, tout devient simple. Grâce à leur plateforme interactive et gratuite, découvrez en temps réel les subventions les plus adaptées à votre entreprise. Prenez rendez-vous dès maintenant et profitez de 10 % de rabais sur votre accompagnement. Retour sur investissement garanti. Les dérangeants! Les dérangeants. Et je sais qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui vont acheter une entreprise à un prix trop cher, puis ils savent qu'ils payent trop cher. Puis nous aussi, on a déjà fait ça dans ma famille, on a payé une entreprise trop chère parce qu'on savait qu'on allait économiser au courant des années
versus partir nous-mêmes dans ce domaine-là ou d'acheter une entreprise plus petite, puis le temps qu'on allait perdre à la faire croître à l'autre niveau de l'autre entreprise qu'on voulait acheter, qui était financièrement en super bonne santé. Fait que, tu sais, je comprends ce que tu dis, mais des fois, ça peut être bénéfique aussi de se dire, OK, ouais, je le gagne là-dessus, fait que ça vaut la peine, puis amener, faut juste que tu passes à l'action. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, alors ça, ce que tu dis là, ça veut dire partager une partie des synergies avec le vendeur. OK? En termes financiers, c'est ça que ça veut dire. Ben, je pense pas que le vendeur, il faut qu'il soit au courant de ça, là, mais c'est toi, qu'en tant qu'acheteur, de te dire, bon, OK, on s'obstine pour 2-3 millions, mais je vais le sauver anyway d'ici 3 ans, étant donné mon plan de croissance. Il y a un transfert de richesse de toi vers le vendeur, okay, quand tu fais ça, qui est basé sur le fait que tu es prête à la payer plus cher parce que tu penses que tu vas faire plus d'argent éventuellement. Ouais. Plus cher que ce que ça vaut intuitivement. Ouais. OK? Puis ce plus cher-là, ce delta-là, c'est ce qu'on appelle les synergies. Il y a eu une étude qui a été faite par, je pense que c'est Bain Capital, il y a quelques années. Ils avaient regardé je ne sais pas combien de centaines de transactions. Puis ils avaient réussi à calculer qu'en moyenne, 35% des synergies étaient transférées au vendeur. Fait que sur 100 $ de synergie, en moyenne, l'acheteur transférait 35 $. Ça veut dire que ce que tu dis... C'est capable de le chiffrer, mettons. C'est intéressant qu'ils ont été capables de le chiffrer, tu sais, de dire que 35% des énergies sont applicables. Puis, tu sais, tu parles de quand on grandit par acquisition, bien, si on est capable d'intégrer les entreprises les unes dans les autres, c'est bénéfique. Puis après ça, si tu viens pour te faire acheter ou une entreprise qui achète une autre entreprise qui elle-même aurait grandi par acquisition, qui est toute intégrée, je pense que ça a sa plus-value aussi dans le marché, de savoir que c'est un système commun, tout est fait ensemble versus différents systèmes, différents paliers, que c'est un peu plus complexe technologiquement de naviguer dedans. Oui, c'est sûr. Puis ça m'amène à un autre défi là, ou un autre trappe, là, c'est souvent, quand on fait la vérification diligente, parce que nous, on fait l'accompagnement d'entreprises qui font des acquisitions en passant, OK? Donc, on ne fait pas juste des ventes d'entreprises. C'est à peu près 50% de notre business, c'est d'accompagner des entreprises qui font des acquisitions. Donc, nous, on essaie de les garder à froid, puis on essaie de s'asseoir avec l'entrepreneur puis de lui dire, écoute, ne partage pas trop justement tes synergies. Mais pour revenir sur l'intégration, souvent c'est l'enfant pauvre de l'équation, la planification de post-intégration. Au tout début, en tout cas. Ouais, souvent les gens... Alors, souvent, ça me surprend. Ouais, mais en fait, c'est la cause numéro 1. La cause numéro 1 d'une transaction qui a mal réussi, ou qui n'a pas réussi, ou qui a mal généré, là, c'est parce que souvent, le plan de synergie qui a été développé en due diligence n'est pas mis en place correctement. Alors, souvent, le premier problème que tu vas avoir, c'est que durant ta vérification diligente, il va falloir que tu identifies là où tu vas avoir des synergies, OK? Ou là, tu vas avoir qu'est-ce que tu vas faire en intégration post-transaction? Ben, tu sais, c'est pas juste au niveau comptable, mais au niveau opérationnel, au niveau des ressources humaines, au niveau de tes dépenses en capital, au niveau technologique. Il y a des transactions, nous autres, qu'on a vues là, qui, pour des raisons environnementales ou des raisons technologiques, se sont pas faites parce que les coûts post-intégration étaient gargantuesques. Alors là, les gens ont dit, ça va nous coûter trop cher. De faire l'intégration. Alors, et ça, souvent, ces coûts-là, il faut qu'ils soient intégrés dans ton coût d'acquisition parce que c'est pas juste à acheter l'entreprise en un stand-alone. Si tu vas aller chercher les synergies, il va falloir que tu fasses ton intégration. Puis souvent, malheureusement, quand les gens qui vont faire la transaction vont oublier ou ils vont souvent, ils n'inviteront pas nécessairement les gens des opérations, pas tout le temps, des fois oui, des fois non, parce que c'est souvent les gens des opérations qui vont les mettre en place, les synergies. Tu sais, parce que c'est facile là, pour le professionnel de mener tout seul dans son bureau, là, de dire on va couper ci, on va faire ça, on va faire ci. Mais là, après ça, il faut que quelqu'un comment ça se translate vraiment dans les opérations, c'est un autre sujet. Ouais, puis ça c'est dans le fond, ça c'est pas que c'est un mauvais due diligence, mais c'est sûr que la vérification diligente, c'est une étape qui est fondamentale dans le processus d'acquisition. Puis la vérification diligente, c'est pas juste
la comptabilité, le légal, le fiscal, la propriété intellectuelle, l'environnement, les ressources humaines, il faut vérifier le commercial, il faut vérifier les technologies de l'information. Souvent, les TI ne sont pas checkés. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah, ouais. Ben, ça dépend, mais souvent on le voit moins. Penses-tu que c'est un clash générationnel? Moi, je suis peut-être une génération de toi, puis j'ai l'impression que la technologie dans l'entreprise, c'est primordial, puis de voir est-ce qu'on va être capable de migrer les systèmes ou non, combien ça va coûter. Je veux dire, on dirait que les entreprises sont de plus en plus technologiques. Tu penses que de plus en plus, tu le vois, ça, le souci de migrer technologiquement? Que c'est comme des générations? Là où je le vois, c'est là où la technologie a une importance importante dans les opérations. Tu sais? Ouais. Souvent c'est là qu'on va le voir. L'autre chose aussi, c'est la vérification diligente puis les plans d'intégration post-intégration, c'est super important. Puis, tu sais, ça va dans les détails, là, tu sais, les plans de communication pour les employés, tu sais, le journée même de la transaction. Tu sais, quelqu'un qui n'a jamais fait d'acquisition, là, la première, c'est quand même assez. T'en as déjà fait, là, c'est painful. C'est ça, je me dis, est-ce que des fois ça roule rondement ou tu dis juste les communications avec les employés? Tu sais, ben nous, on a fait quelques acquisitions. C'est tout le temps un peu. Tu sais, là c'est le jour, dès que ça change, ben là, c'est comme, OK, là, t'es propriétaire, tu as accès à certaines données que tu n'avais pas avant, à certains outils que tu n'avais pas avant. Donc, est-ce que c'est toujours comme ça d'être un peu plus réactif que proactif au moment de la transaction? Non, il y a des entreprises qui sont des acheteurs d'entreprises exceptionnels. Il y a des entreprises, il y a des organisations qui sont devenues des maîtres d'art. Ouais, donc, tu sais, nous, on a la chance d'avoir travaillé avec des entreprises, puis de travailler avec des entreprises qui... Il y en a certaines, c'est assez phénoménal, ils sont excellents. Mais il y en a d'autres, c'est à la vue comme je te pousse, là. Ouais, puis, c'est ça fait super bien. Ils apprennent sur le tas, puis bon, ça veut pas dire que ça va mal aller, c'est juste que c'est une opération qui est un petit peu plus pénible. Mais tu sais, une acquisition, faire une bonne acquisition bien ficelée, ça prend plusieurs mois, puis faut faire attention de bien mener l'opération avec des conseillers. Des conseillers qui sont habitués à bien faire ça. Souvent, on veut couper des coûts, fait que là, on dit, ben là, on va faire attention pour le comptable, on va faire attention pour le conseiller, on va faire attention pour le fiscal. Puis à un moment donné, là, tu te réveilles 3 ans plus tard, puis là, tu dis, shit. J'aurais dû checker ça un peu plus. Puis tu penses, ça prend combien de temps du moment que tu commences à être intéressé envers une entreprise et le moment que tu l'achètes, on parle-tu en moyenne 1 an ou, tu sais, mettons une PME? Je vais te raconter une histoire. On a eu un mandat à un moment donné. On représentait une entreprise européenne qui voulait faire une acquisition au Canada dans le domaine manufacturier. Puis, on avait trouvé dans leur secteur 55 cibles possibles au Canada. Puis, il y en avait vraiment 2 qui les intéressaient. Quand on est arrivé pour commencer la sollicitation des cibles, il y en a une qui a été achetée par un fonds de private equity le jour même. Okay. Donc là, il me restait une cible. OK? Fait que là, tu me dis, à partir du moment où... Là, c'est à partir du moment où on sait que l'acheteur, il veut cette cible-là. L'entreprise en question, ça faisait 120 ans qu'elle était détenue par la même famille. Donc, nos probabilités de succès étaient 1%, voire nul. Puis finalement, ben, on a travaillé... ça nous a pris 2 ans et demi avant de les convaincre. Puis, on a réussi à les convaincre. Un jour, le propriétaire m'a appelé et il m'a dit « OK, Jacques, je suis prêt, let's go. » Puis est-ce que tu penses que l'élément déclencheur, c'était le montant de chèque, penses-tu? Même pas. Non. C'était le contexte de marché. OK. C'est le contexte de marché. Puis le contexte de marché n'avait pas changé, mais je pense que le contexte de marché, étant donné que ça faisait 120 ans que c'était dans la même famille, il y avait un peu de déni de la part des propriétaires. J'imagine. Puis là, à un moment donné, ben, à force de leur mettre d'en face, le déni a pris le bord. Puis là, ils ont dit, ben là, peut-être qu'on devrait vendre. Alors, puis ça nous a pris 2 ans et demi. Je ne sais pas combien de fois j'étais allé à Toronto. J'allais le voir dans ses trade shows à Las Vegas pour 10 minutes.
sais, puis j'allais le voir, puis il me dit genre, qu'il dit arrête, je suis pas intéressé, blablabla. Ça durait 10 Tu minutes. l'as eu à l'usure, il était tanné, ou tu l'as eu par les émotions. Alors, ça, c'est une histoire, bon, c'est une anecdote. Alors, mais en gros, en général, là, quand un client vient nous voir et dit je veux faire des acquisitions, puis voici mon plan, etc., là, moi, je leur dis toujours, tu sais, ça va prendre entre 1 à 2 ans. Parce que c'est juste le temps de se préparer, d'aller solliciter les bonnes cibles, de convaincre l'entreprise que tu as ciblée. Ça va prendre minimum 6 mois, 8 mois. Là, après ça, tu rentres en vérification diligente. Tu en as pour plusieurs mois aussi. Donc, il faut calculer minimum 12 mois. Puis moi, je leur dis toujours, c'est 1 à 2 ans là, pour procéder à une première acquisition sérieuse. Évidemment, c'est sûr, si tu vas juste acheter une boutique sur le coin de la rue, c'est pas pareil. Là. Je parle d'une entreprise qui a une certaine taille, là, qui a, mettons, je sais pas, mettons, minimum 10 millions de chiffre d'affaires. Je comprends. Puis y a-tu un élément qui, des fois, tu vois que les entreprises... Ben, toi, t'es courtier là-dedans, t'accompagnes les entreprises, fait que c'est un peu... Ben, c'est ton devoir de faire ça, mais t'es-tu conscient que des fois, il y a des entrepreneurs que dans la due diligence, ils disent « Ah, moi, tu enfarge-toi pas là-dedans, mais que c'est vraiment important. » Tu veux dire que mon client me dit « Enfarge-toi pas là-dedans? » Oui, c'est ça, tu sais. Oui. C'est quoi? C'est-tu par rapport à des ratios financiers ou c'est... Non, ça peut être dans n'importe quoi. Ça peut être dans n'importe quoi. Mais généralement, on a une discussion avec notre client, puis c'est correct. T'sais, les gens sont rationnels à la fin de la journée. J'ai pas trop de difficultés à ce niveau-là. Je te dirais que l'autre problème qu'on a, ça aussi, c'est une des trappes dans lesquelles on tombe souvent. Puis tu l'as peut-être vécu là où tu travailles. C'est ce que j'appelle le syndrome du buffet. Alors, quand tu te mets à chercher des entreprises, ben là, tu te mets à en voir. Puis là, ben, tu cherches la perfection. Fait que là, tu prends jamais l'action. Ben, peut-être pas celle-là, puis je peux peut-être en trouver une mieux. Puis là, ah ouais, mais une qui n'aura pas ce problème-là. Puis là, ben, parce que là, tu t'es fait une idée là, de la cible parfaite. Ouais. Fait que là, tu n'en trouves jamais. Fait que tu tournes, puis là, ben, tu as le syndrome du buffet. Fait pourquoi pas ça, puis un petit peu de ça, puis un petit peu de ça, puis un petit peu de ça, puis à la fin de la journée, ben, tu n'as jamais rien réalisé. Fait que c'est comme en amour, là. Il n'y a rien de parfait, mais on peut faire marcher tout ce qu'on veut, c'est ça? Exactement. Fait que ça, puis je te dirais une autre trappe, là, peut-être celle-là est un peu plus aride, plus financière, là. Mais je voulais en parler quand même parce que c'est assez important. C'est la partie, comment je vais dire, coût de capital. Je vais m'expliquer. Ouais. Toi, mettons que tu as ton entreprise, tu as ton coût de capital. Fait que tu as le coût de ta dette, puis après ça, tu as le rendement que tu t'attends à avoir sur le capital investi dans ton entreprise. OK? Ouais. Donc, et ça c'est le rendement, dans le fond, de tes avoirs dans ton entreprise. OK? Plus le coût de la dette. Puis là, souvent, quand tu vas regarder une autre entreprise, ben c'est important que tu comprennes bien c'est quoi le coût de capital relatif de toi par rapport à ta cible. Oui. Alors, je vais donner un exemple concret. Okay? Mettons là que Couche-Tard se transige sur la bourse, le prix de la Couche-Tard se transige, mes chiffres sont pas bons, là, mais juste pour imaginer. Alors, mettons à 10 fois ton BAIA, ton bénéfice avant intérêt, impôts et amortissement, là, 10 fois. C'est pas pour rien que Couche-Tard, il achète toujours des entreprises avec des multiples plus bas que 10. Ben oui, et quand ils achètent, ils viennent de faire de l'argent juste en achetant la valorisation. Si, mettons, moi, j'ai un dépanneur qui fait 1 million de dollars de profit, puis il m'achète à 5 fois mon profit, il me donne un chèque de 5 millions, le même million qui s'en va chez Couche-Tard, il devient 10 millions en valeur. Ouais. OK? Alors lui, il s'est payé juste en t'achetant. Parce que s'il t'a payé 5 fois, ça s'est évalué à 10. Ça n'a rien coûté. Puis toi, tu as mis 5 millions dans tes poches. Alors, cette espèce de différence-là, là, c'est fondamental dans ta stratégie d'acquisition. Parce que si tu te mets à faire des acquisitions qui te coûtent plus cher que
Ah ta oui, tu propre perds de valeur ou ton l'argent. propre capital, ben, tu es en train de t'appauvrir. Ouais. Les dérangeants sont propulsés par Astérix, la cellule d'entrepreneuriat innovant et de capital de risque de Québécois. D'une offre de financement à des programmes d'accompagnement pour les startups, Astérix soutient les entrepreneurs bâtisseurs au facteur X, proposant des solutions innovantes et durables qui façonnent nos réalités. Audace et humain avant tout, visitez astérix.vc. Les dérangeants! Les dérangeants. C'est intéressant. Puis, pour parler de financement, là, il y a plein de types de financement qui sont possibles. Autant le bancaire traditionnel, les syndicats bancaires, après ça, tu as les gros joueurs comme la FTQ, la Caisse de dépôt. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de laisser aller ton capital action pour te permettre de grossir plus rapidement, mettons? Ah ouais, ça c'est une vraie question difficile. Ah ouais? Mais je suis vraiment Ben, intéressée à savoir ce que tu en penses. ouais, ben, je vais avoir une réponse plate, là, c'est que ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment de ta situation, puis ça dépend de tes plans personnels. Tu sais. Si tu prends, par exemple, un entrepreneur ou une entrepreneur, là, ou tu sais, une famille là, comme vous autres, puis là, tu dis, OK, tu sais, on a une business, puis on veut la faire croître. Après ça, il y a une question de vitesse de croissance, puis cette vitesse de croissance, parce que tu sais, tu peux aller à 20 km/h, tu peux aller à 200 km/h. Là. Il y a ta vitesse de croissance, puis vient un moment donné où pour aller plus vite, tu es obligé d'aller chercher les capitaux des autres. Puis là, ben, l'implication de tout ça, c'est surtout dans la gouvernance. Ouais. Là, tu n'es plus tout seul. Fait que là, évidemment, tes marges de manœuvre viennent de changer. Il faut que tu te rapportes aux autres, il faut que tu te justifies aux autres. Tu as la pression de performer pour les autres, pas juste pour toi. Alors, c'est plus une question de est-ce que tu as envie de vivre dans ce régime-là plutôt que dans l'autre pour avoir espoir de faire plus d'argent. OK? Ouais. Parce que c'est ça, le bénéfice, c'est d'aller plus vite puis que ton capital fasse plus de cash, Ouais. un meilleur rendement. Et le coût, c'est ce dont je viens de te parler. C'est de demander la permission pour aller à la salle de bain tout le temps. Exactement. Alors, il y en a qui vont dire jamais à 100 ans, ça ne m'intéresse pas. Il y en a qui vont dire ben moi, ça ne me dérange pas. Puis ils y voient du bon dans le fait de faire du reporting, puis d'avoir plus de monde autour de la table pour discuter, puis d'avoir plus de têtes, puis de. Puis là, ça devient vraiment c'est qui ton partenaire financier dans l'équation. Puis c'est qui l'institution, puis c'est qui à l'intérieur de l'institution avec qui tu travailles. Parce que ça aussi que les gens. C'est ça, hein, le monde, moi, je parle quand même, j'ai des amis en affaires, tout ça, puis quand même des grandes entreprises, puis il y en a qui ont trouvé ça super bénéfique d'ouvrir le capital action. Ils disaient, hey, nous, ça nous a permis de nous structurer, on a eu de l'input qu'on n'a jamais eu ailleurs. Puis il y en a d'autres, au contraire, qui disent, nous, il fallait respecter les ratios financiers, puis là, on était tout le temps sur la ligne, ben puis ils se font tasser de leur propre entreprise. Tu sais, je pense que les entrepreneurs, on a tout un peu le thrill de performer, puis d'y aller, mais là, c'est à un autre niveau, là, c'est ça qui est ça, puis si tu l'as pas, c'est ciao bye, on te met sur la ligne d'accotement, puis nous, on fonce sans toi, là, c'est intense quand même. Comme. Puis c'est pour ça que c'est vraiment une décision personnelle, tu sais. Je pense qu'il y a des sortes d'entreprises que tu n'as pas le choix. OK, on va dire, mettons, des entreprises que tu vas créer où là, tu as besoin de tellement de capitaux pour y arriver que tu n'as comme pas le choix, à moins que tu sois déjà milliardaire. Là. Mais tu sais, si tu veux partir, mettons, une entreprise, puis tu veux mettre de l'avant, je sais pas moi, des champs d'éoliennes ou des trucs qui vont demander des centaines de millions de dollars. Mais là, tu vas être obligé de travailler en groupe, OK? Ouais. Mais si tu as ton entreprise, ben tu sais, je pense chez vous, je ne sais pas si vous avez ouvert le capital, mais tu as une entreprise familiale, puis là, tu peux te poser des questions. Tu peux dire, on continue de même, on est bien, on fait notre argent, ou ben non, on va aller plus vite, on va aller inviter telle et telle personne. Peut-être que ça va nous permettre aussi en faisant du reporting à un tiers, peut-être que ça va niveler nos relations dans la famille aussi. Puis là, j'invente n'importe quoi parce que je ne vous connais pas. Mais il y a toutes sortes de raisons pour le faire ou ne pas le faire. T'sais. C'est vraiment personnel. C'est, à la limite, à part pour des industries où là, c'est capital intensive, là, c'est vraiment à chacun. Parfait. Hey Jacques, le temps passe vite. J'avais des questions un peu en rafale pour toi pour terminer. Vas-y. Tu sais, je me disais pour tout le monde qui nous écoute, là, si tu avais un 100 millions à investir maintenant, dans quel type d'industrie tu l'investirais? Qu'est-ce qui, selon toi, a le plus de chances de scaler vite dans les années qui suivent?
Ah boy! Puis je sais que toi, tu accompagnes des entrepreneurs qui grossissent souvent dans leur secteur d'industrie, mais selon toi, les secteurs d'industrie qui grossissent le plus rapidement, qui prennent le plus de place, ça serait lesquels? Euh, Mais tu sais, je pense que ça dépend où t'es, là. C'est sûr que l'industrie de. Tu sais, il y a quelques secteurs là, qui sont plus. Je parle pour le Québec et le Canada. Là. Ouais. Le secteur des ressources naturelles, c'est un secteur qui est très prometteur. C'est sûr qu'il y a ses défis, mais il est très prometteur. Donc, penses-tu qu'il est très difficile? Hein? Penses-tu que les ressources naturelles, c'est très, très difficile à naviguer parce que tu es un peu au dépens des gouvernements en place, des législations? Tu sais, c'est un peu. Ouais, mais on en a besoin, puis tu sais, je veux dire, les populations mondiales grandissent, il y a des besoins. Dans les ressources naturelles, c'est pas juste des minéraux, là, t'as toutes t'as tout ce qui est pour l'agriculture, là, la potasse, etc. Donc, il y a tout un environnement là, puis le Canada est très riche en ressources naturelles. On a beaucoup d'eau, on a beaucoup de terre, on a beaucoup de mines, etc. Donc, ça, c'est sûr que c'est un truc. L'autre chose aussi, c'est toute l'industrie du savoir. Le Canada, on n'est pas une immense population, mais on a une population qui est très éduquée. Puis on a une population puis on a un environnement qui est quand même une démocratie qui est stable et puis qui est très attirante dans le fond pour les étrangers. Fait que toutes les industries qui sont basées sur le savoir, puis ça peut être pas juste la technologie, ça peut être n'importe quoi qui est basé sur un savoir-faire. Ça, je pense que y a vraiment beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Après ça, parce que c'est une bonne question là, Non, mais c'est bon ce que tu dis. Puis j'ai l'impression que pour beaucoup, la tech peut être perçue comme un quick win. Est-ce que tu perçois ça, toi aussi? Quick win. Ben là, on est dans l'industrie. Entre autres, la tech, ça rentre dans l'industrie du savoir, là, mais quick win, oui. Mais tu sais, je pense que ce qui monte vite descend vite. Puis c'est ultra compétitif aussi, là. C'est ultra compétitif. Mon père, il disait toujours "There's no free lunch on earth". Là. Il n'y a rien de gratuit. Il y a beaucoup de monde qui se lance là-dedans, puis que ça fonctionne pas, qui se pète la gueule. On entend toujours les success stories, mais il y en a plein que ça marche pas. Donc, oui puis non. Il y en a plein qui vont dire on est mieux d'aller dans des bonnes business qui sont stables, où l'argent rentre, les modèles d'affaires sont connus, les gens vont toujours aller au restaurant, puis ils vont toujours en avoir besoin. Puis après ça, c'est à nous à être un meilleur gestionnaire, d'aller chercher tous les sous qu'on peut aller chercher là-dedans. Il y a des super belles entreprises aussi manufacturières. Puis juste pour revenir, quand je disais l'industrie du savoir, c'est aussi, ça peut s'appliquer à des industries plus traditionnelles. Ce que je dis juste, c'est que je pense que au Canada, on est capable de prendre une industrie peut-être traditionnelle puis d'y injecter un petit peu plus d'innovation dedans pour aller vraiment croître ton entreprise. C'est la composante innovation dans l'entreprise. Donc, c'est pas nécessairement une entreprise de tech, tu sais. Puis, by the way, c'est drôle parce que le Canada se fait toujours dire qu'on est moins productif que les autres. La productivité, c'est la capacité d'innovation. C'est un peu triste parce qu'on devrait être capable d'innover, tu sais, puis d'aller plus loin dans l'innovation dans nos entreprises traditionnelles. Oui. Puis, dernière question pour toi, Jacques, c'est quoi, quelqu'un qui veut faire sa première acquisition, un entrepreneur, c'est quel conseil que tu lui donnerais? D'avoir un plan bien réfléchi, de parler à beaucoup de monde, d'avoir des conseillers autour, puis quand tu t'en vas à la chasse, de savoir dans quoi tu t'aventures. Tu sais, c'est un peu comme c'est comme quelqu'un qui n'a jamais été à la chasse, là, puis qui se dit OK, ben je vais aller je vais aller m'acheter n'importe quel fusil, puis je vais prendre n'importe quelle forêt, puis je vais aller dans n'importe quel Ouais. à un moment donné, il faut que tu te prépares un peu, là. Donc, c'est ça que je dirais. C'est ça que je dirais. Merci beaucoup, Jacques, c'est vraiment intéressant.
Merci beaucoup à toi. Merci à tout le monde. L'entrevue de la semaine, une présentation du quartier général de l'audace du Cégep de Saint-Jérôme, un environnement unique au Québec pour étudier en entrepreneuriat ou démarrer son projet d'affaires. Passer de rêveur à entrepreneur, visitez qgda.ca. La start-up de la semaine, c'est Catstrom. Donc, on va aller écouter ce que son fondateur, Mike Blouin, a à nous pitcher. Les dérangeants! Les dérangeants. Mike Blouin, bienvenue. Enchanté. Fondateur de Catstrom. Oui, En 2 phrases, est-ce que tu peux me décrire la nature des services de l'entreprise? certainement. Alors, les ingénieurs en électrique, ils dépensent jusqu'à 2/3 de leur temps à corriger des fautes qu'ils ont commises plus tard dans le cycle de conception. Alors, nous, on les aide à valider leur conception électronique avant qu'ils les impriment, avant qu'ils les fabriquent, avec une plateforme technologique. OK. Donc, cette plateforme-là s'adresse exclusivement aux ingénieurs. Donc, c'est qui l'entreprise type avec qui que tu veux approcher? Alors, il y a des types d'entreprises qui font les conceptions pour les autres. Alors, quand on aille à Disney ou un produit comme Nike, le Band ou quelque chose comme ça, normalement, ils travaillent avec des autres compagnies qui font ces conceptions-là pour eux. Alors, c'est vraiment ces équipes de conception qu'on travaille avec pour les aider à faire leur conception, à faire leur matériel plus rapidement et à sauvegarder beaucoup de coûts. Ça fait combien de temps est-ce que tu es parti de l'entreprise? Bien, l'entreprise est partie formellement pour à peu près 1 an, mais c'est un sujet que moi, je recherche pour les dernières 5 ans. Alors, c'est vraiment quelque chose auquel je suis très passionné. Mais comment ça? Qu'est-ce qui est arrivé il y a 5 ans où tu t'es dit, ouais, je dois partir cette entreprise-là? Bien, il y a 5 ans, j'avais trouvé que c'était vraiment un problème assez difficile à résoudre. Mais j'ai eu quelques idées, des nouvelles façons à penser à les conceptions électroniques où on pourrait prédire comment est-ce qu'ils vont faillir. Mais ce n'était pas encore possible de faire cette technologie-là. Ce qui s'est arrivé, alors j'ai dépensé 5 ans à développer cette technologie-là. Puis l'IA s'est avancée jusqu'au point où ce qu'on pouvait finalement réaliser cette technologie-là. Alors, ce qui est arrivé, c'est que vraiment l'IA s'est avancée, mais aussi moi, j'ai devenu un peu plus confortable avec l'idée de quitter en faire de l'entrepreneuriat. Alors, c'était vraiment ces 2 choses-là qui m'ont laissé commencer Catstrom. C'est quoi? Bon, tu pars de l'entreprise, ça fait longtemps que tu l'avais en tête. Oui. C'est quelque chose qui te tient à cœur. C'est quoi la trace que tu veux laisser avec cette entreprise-là ou toi, en tant qu'entrepreneur? Ouais. Bien, comme entreprise, notre objectif, c'est vraiment d'éliminer les reprises pour les ingénieurs électroniques. On veut vraiment avoir un grand impact sur l'industrie, comment est-ce qu'on fait les conceptions électroniques. Alors ça, c'est notre mission comme entreprise. Et personnellement, je trouve que c'est une industrie qui manque vraiment la diversité. Moi, je suis une personne non-binaire, puis il n'y a pas beaucoup de personnes en entrepreneuriat non-binaire, puis il n'y a pas beaucoup de personnes en matériel non-binaire. Alors, pour moi, c'est une industrie comme les femmes se composent seulement 14% de les ingénieurs en électronique. Alors, c'est des grands problèmes. Puis je trouve que notre produit, ça aurait le plus grand impact sur les personnes qui sont nouveaux en carrière. Alors, je veux vraiment les aider à avoir des carrières très successives. À avoir une carrière, là, justement, puis à pouvoir se développer dans des domaines qui sont... je comprends au niveau de l'accessibilité, puis de rendre ça possible, puis de justement pouvoir avoir quelqu'un qui peut poser le regard sur toi et dire, bien, si cette personne-là le fait, moi aussi, puis de pouvoir inspirer d'autres personnes dans la diversité. Exactement. Mais c'est une belle mission. C'est une belle mission. C'est une grande mission. Ça doit des fois être difficile. Mais aussi, en même temps, je sais que moi, je suis une personne, j'ai beaucoup de confiance. Je ne sais pas pourquoi. J'ai beaucoup de confiance. Bien, il faut. Il faut. Il faut. Il faut créer du confiance si on ne l'a pas. J'ai beaucoup de confiance. Je suis dans un bel endroit dans ma vie. J'ai le support de ma famille, mon mari. Alors,
il y a beaucoup de choses qui m'aident à faire ça. Alors, moi, c'est extrêmement important que j'utilise ces choses-là pour m'aider à faire cette grande task-là. Oui, Ouais. puis qu'est-ce qu'on peut... où est-ce que tu te vois dans 3 ans? Dans 3 ans, c'est vraiment... notre objectif, c'est vraiment d'agrandir la compagnie et de servir des nouvelles clients. Certainement, on va faire ça. Faire des ventes. Faire des ventes, oui, certainement. Mais en plus, j'aimerais avoir une belle équipe. Comme quelque chose que moi, j'aime tellement qu'on fait maintenant, c'est on travaille en équipe pour créer une nouvelle façon qu'on peut penser et considérer la validation des électroniques. Puis c'est une nouvelle idée qu'on essaie à créer. Alors, j'aimerais avoir une belle équipe qui sont reliées autour de ce défi-là, qui travaillent bien ensemble, qui sont... qui travaillent bien ensemble. Puis il y a des belles personnalités là-dessus. Mais merci beaucoup d'avoir participé. C'était un plaisir de faire ta rencontre. Oui, certainement. Bon succès. Les dérangeants! Les dérangeants. C'était vraiment intéressant d'en apprendre plus sur CADSTRUM. Moi, c'est un secteur d'industrie que je ne connais pas du tout par rapport à la conception électronique, les ingénieurs électriques, tout ça. C'était intéressant. Par contre, j'aurais aimé qu'il y ait plus de jus autour du sujet, si je peux dire, parce que je connais pas ça. J'aurais aimé ça savoir. Mike a parlé des entreprises qui pourraient être clients de CADSTRUM. Par contre, c'était pas clair. Est-ce que c'est déjà des entreprises qui sont clientes? Est-ce que c'est des marchés à développer? Comment ils pensent rentrer dans ce marché-là? Parce que je pense que c'est une nouvelle technologie qui n'est pas utilisée pour le moment. Donc, j'imagine que ça doit être difficile quand même d'aller cogner à la porte de grandes entreprises, les multinationales que Mike a nommées, de dire « Bonjour, on a une technologie qui pourrait être révolutionnaire. » Donc, comment tout ça se ferait? Parce que si c'est une entreprise qui est en démarrage, qui a un chiffre d'affaires très, très modeste, bien, pour investir dans cette entreprise-là, je voudrais un peu plus savoir les méthodes de développement de vente. Mais somme toute, ça a l'air quand même d'un beau produit. Donc, à suivre. Pour terminer, on va souhaiter à CADSTRUM du succès à la hauteur de leurs efforts. Et pour nous, on se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là au Dérangeant. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!